Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce webinaire, cette webconférence. Ravi de vous accueillir très nombreux aujourd'hui puisqu'on a plus de 100 participants, de mémoire 130 participants. Nous allons démarrer dans quelques petites secondes, le temps de laisser arriver les derniers arrivants. Donc je vous demande une petite minute de patience avant de démarrer cette conférence. Peut-être vu qu'on a pas mal de personnes qui viennent de l'étranger, des Français européens, si vous pouvez nous mettre votre ville de provenance dans l'onglet chat, s'il vous plaît. Ça permettra de faire un petit recensement des différentes géographies de vos présences. En tout cas, nous, on est basé à Paris, Paris et Lyon, pour Laurent et moi. Lyon, Paris, Caen, Lyon. Je crois qu'il y a des Canadiens aussi. Paris. Paris. Parfait. Ben, écoutez, nous allons pouvoir démarrer. Merci pour ce petit commentaire. Alors, quelques mots avant de démarrer le fond du sujet sur le format de cette conférence. Donc, il s'agit d'un webinaire qui est enregistré. Nous vous communiquerons l'ensemble du replay et de la présentation. Elle vous sera envoyée à l'issue de cet échange. N'hésitez pas à poser vos questions. Vous avez un onglet questions prévu à cet effet. Vous avez aussi un onglet chat qui, lui, est plus prévu pour des problèmes techniques que vous rencontrerez. On a Alexandre et Marie-Pierre qui sont avec nous aujourd'hui, qui répondront sur l'onglet chat. Et nous, avec Laurent de Altares, nous répondrons sur la partie questions, sur tous les sujets de fond que vous pourriez évoquer. Naturellement, on aura un temps de questions-réponses à la fin de la réunion. On se permettra peut-être de prendre des questions en fonction des échanges au fil de l'eau. Et on vous soumettra un questionnaire d'évaluation à la fin de cette présentation. Ça me permettra aussi de nous améliorer. On met beaucoup d'attention dans la production de nos contenus. On est aussi preneur de vos retours, qu'ils soient positifs ou éventuellement des axes d'amélioration. N'hésitez pas, cet onglet est prévu à cet effet. Voilà, donc j'évoquais qu'avec deux onglets, l'onglet chat, l'onglet questions, privilégiez l'onglet questions pour tous les sujets de fond et l'onglet chat pour tous les problématiques techniques que vous pourrez avoir dans ce webinaire. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, on va commencer par se présenter. Donc, moi-même, je suis Christophe Rivéran, directeur du développement de Fluxim. On a le plaisir et l'honneur aujourd'hui d'avoir la société Altares de Donnebras Street qui va venir aujourd'hui contribuer, apporter sa vision sur ces sujets autour de la donnée. Laurent, merci encore pour ta présence. Je vais te laisser te présenter ainsi que présenter Altares et Donnebras Street. Merci beaucoup Christophe, merci aux équipes de Fluxim de nous partager ce moment d'espace-temps, de prise de parole auprès du marché. Et vraiment, c'est un plaisir de partager avec vous ce webinaire. Alors, vous le voyez à l'écran, Altares Donnebras Street, depuis plus de 50 ans, nous sommes experts de l'information sur les entreprises, l'information B2B. Nous collectons, nous structurons, nous analysons et nous enrichissons des données B2B afin de les rendre plus intelligentes et de faciliter des prises de décision par les directions générales, les directions financières, les directions achats et même les directions opérationnelles sur les équipes commerciales ou sur les équipes procurement. Nous transformons toutes ces données via différents scores, note sur 20, note sur 100, différents indicateurs. Et nous travaillons sur l'ensemble de la chaîne de valeur de la donnée. On regardera ça dans quelques minutes. Alors, tu l'as dit, Christophe, nous sommes partenaires exclusifs en France, au Benelux et au Maghreb, donc 7 pays de Donnebras Street, qui est le premier réseau international d'information B2B. Et nous avons comme clients, alors bien sûr, des grands comptes, banques, assurances, ETI, et également des PME qui ont fait le choix d'avoir une donnée plus précise dans leur gestion au quotidien, et puis des organisations publiques, il ne faut pas l'oublier. On leur offre plusieurs sources de données basées sur plus de 500 millions d'entreprises dans le monde. Récemment, nous avons annoncé sur les réseaux sociaux ce palier qui est important pour notre histoire, de disposer de 500 millions d'entreprises dans notre base de données. Alors justement, en termes de données, eh bien, je le disais, nous collectons des milliers d'informations dans le monde, basées sur 30 000 sources de données. Si on regarde sur l'Hexagone, on a aujourd'hui 900 sources de données en France. Et notez-le, nous observons plus de 5 millions de mises à jour quotidiennes
changement d'adresse, changement de dirigeant, changement de statut, compliance, ESG, on va en parler. Alors, très concrètement, on répond aux enjeux qui sont liés au risque financier, connaître la santé financière de ses tiers, fournisseurs et clients, des données en lien avec la conformité, l'honorabilité du tiers, telles que notamment la loi Sapin 2 et la fameuse évaluation du tiers, ou encore des données sur l'ESG depuis quelques temps. Concernant la partie procurement qui nous intéresse, nous soutenons une grande partie des projets liés au service achat, notamment permettant d'optimiser l'onboarding des tiers fournisseurs, j'en parlerai plus précisément, ou de partager des données qui vont permettre d'identifier l'assise financière des fournisseurs et leur honorabilité. J'aime à dire cette phrase, c'est savoir à qui on a affaire lorsqu'on fait des affaires, et nos données permettent d'avoir une première image de cette relation d'affaires. Merci Laurent pour cette présentation de Altares. Peut-être quelques mots rapides sur Fluxim. Certains d'entre vous, la plupart nous connaissent puisqu'on a à peu près 30% de clients aujourd'hui qui sont présents dans cette conférence. Fluxim, alors notre mission, notre ADN, c'est d'adapter les organisations achats à un monde qui change. Vous le vivez autant que nous, tant sur un plan démographique et économique, supply chain, sociologique. On voit des changements majeurs aujourd'hui dans l'organisation. Les entreprises que on accompagne sont plutôt des grands groupes et grandes ETI, ont forcément besoin de s'adapter à ces changements. Et la conviction qu'on a développée depuis 20 ans, c'est que le digital est un de ces piliers de ce changement et un des moyens d'adapter l'organisation à ces nouveaux enjeux. Donc c'est pour ça qu'on a choisi ce terrain de jeu. Concrètement, on propose deux activités pour nos clients. Une activité de conseil dans laquelle on va accompagner l'organisation achat dans sa roadmap digitale, dans sa transformation, et une activité logicielle où là on fournit des solutions du marché, on les met en œuvre. Donc on est l'artisan quelque part de la transformation digitale. On intervient sur des grands sujets achats, alors que ce soit les projets de SRM, où on va gérer vraiment le référentiel de fournisseurs dans un objectif d'évaluation de la performance, dans un objectif de suivi de la relation fournisseur, mais des sujets très opérationnels comme des activités de sourcing, de gestion de contrat, ou des sujets de ce qu'on appelle le P2P, où là on va déployer des solutions pour gérer la chaîne de commandes et la chaîne de factures fournisseurs. Voilà, donc on est un acteur français, on est né à Paris, on a grandi depuis maintenant une petite dizaine d'années à l'international, avec des bureaux en Amérique du Nord et en Asie. Voilà, vous avez quelques clients sur la droite qu'on a équipés. Et ce qui m'amène au lien qui nous a unis avec Altares et Bradstreet, c'est qu'on s'est rendu compte que beaucoup de clients nous réunissaient sans qu'on dès le départ, on le conçoive. Donc, et on s'est aperçu que finalement, entre un fournisseur de données qualitatives tel que Altares l'est, avec un fabricant effectivement et un intégrateur de solutions, il y avait des fortes connivences, il y avait des fortes complémentarités. Et finalement, on a des clients qui nous ont aujourd'hui déployés massivement, notamment le groupe Rocher, peut-être un projet sur lequel on reviendra récemment, qui a choisi de mettre en place nos solutions, en l'occurrence Evalua, c'est la solution qu'on a déployée chez eux, avec les données de Altares. Voilà sur Fluxi de manière très rapide. Alors, si on rentre dans l'agenda, dans le sommaire d'aujourd'hui, donc je l'ai évoqué, c'est vraiment cette complémentarité de nos métiers qui nous a mené à cette conférence avec Laurent et Altares. On a voulu donner un esprit très pragmatique. Bien sûr, on est là pour vous parler de notre approche, de nos solutions, de nos données, mais on a aussi voulu être très métier. C'est pour ça qu'on va être très illustratif aussi dans les exemples qu'on va prendre. Cette conférence a été construit en 3 temps. Premier temps, on va lister des enjeux que vous connaissez sans doute et les risques associés, de manière à pouvoir zoomer dans un deuxième temps sur quelles sont les données, quels sont les moyens qui s'offrent à vous pour répondre à ces enjeux de manière très concrète, quand on parle de risque financier, quand on parle de risque d'honorabilité, quand on parle de risque RSE, risque environnemental, problème de supply chain. Qu'est-ce que les données vont pouvoir apporter là-dessus? Donc, Laurent va développer un petit peu les différents sujets qu'il déploie aujourd'hui. Et on va zoomer dans un troisième temps sur quelles sont les solutions en termes logiciels, en termes de processus qui vont s'offrir à vous dans vos organisations. Alors, sans plus tarder, on va démarrer justement sur ce premier temps et les principaux enjeux des directions achats. Je crois que vous le vivez sans doute autant, voire beaucoup plus que nous. Jamais les directions achats n'auront été
autant été mises à l'épreuve. Je pense qu'on sort d'une crise sanitaire majeure avec des impacts sur les supply chains et aujourd'hui des impacts importants qui sont en conséquence ou en cause de ces éléments sous-jacents. Donc on voit que le contexte est vraiment inédit, tant de par l'inflation, la hausse de prix. On voit des inflations réelles, d'autres opportunistes. Donc l'acheteur doit débroussailler entre ce qui est vrai, de ce qui est fondé, de ce qui est réel. On voit des pénuries de composants, de matières premières. Les semi-conducteurs étaient un parfait exemple dans l'industrie. On voit des hausses de défaillances d'entreprises, ce qui est extrêmement critique, puisque en tant qu'approvisionneur, quelque part, il faut être sûr que les chaînes soient bien alimentées en temps et en heure. Et au-delà de ces risques, on voit aussi le poids des normes, le poids des réglementations qui s'alourdissent. Et face à ces contextes, finalement, les directions achats doivent garder, voire adapter le cap, un peu comme l'image que vous avez à l'écran. C'est vraiment un élément très compliqué. Alors, peut-être une première question pour toi, Laurent, vous qui côtoyez pas mal de directions achats. Comment vous voyez ces nouvelles priorités? Comment vous voyez ces nouveaux caps aujourd'hui? Oui, on peut regarder sur le slide suivant. C'est vrai que quelques chiffres, 50% des projets que nous avons sur la conformité sont liés au procurement, aux directions achats. Là, nous accentuons notre démarche sur les ESG et nous voyons également les directions des achats. En fin de compte, le contexte que tu as partagé, il engendre peut-être un changement de certaines priorités. Donc, on voit aujourd'hui qu'il incombe aux directions des achats de contribuer à réduire l'inflation du prix final des entreprises. Dans des situations entre guillemets normales, on va demander au contrôle de gestion, on va demander au commerce d'avoir une stratégie de prix, mais on voit de plus en plus que la marge à l'achat, c'est-à-dire acheter moins cher tout en conservant un prix de vente identique, est de plus en plus prégnant aujourd'hui. Donc on a inversé totalement les rôles. On ne demande plus au commerce d'augmenter des prix qui vont peut-être arriver à un prix de rupture, c'est-à-dire un prix où le client n'achète plus, mais plutôt à demander aux achats de réduire encore plus le spend pour là augmenter la marge. Donc on voit ce phénomène-là et on verra comment les directions d'achat peuvent faire ça. Limiter les ruptures d'approvisionnement, c'est pas nouveau, on l'a vu bien avant, juste en sortie du Covid, avec une forte demande de matières premières, le bois, l'acier, souvenez-vous, où là, en fin de compte, il n'y avait plus rien sur le marché et qu'il fallait donc limiter ces ruptures d'approvisionnement. On les voit encore aujourd'hui. Ça engendre une démarche qui est le troisième point, qui est d'optimiser le sourcing, de changer le sourcing, d'avoir une démarche référentiel fournisseur où souvent il y avait fournisseurs privilégiés et pas forcément de plan B. Donc là, aujourd'hui, nous, on voit des clients qui s'adressent à nous, non pas pour changer de fournisseur, mais pour faire un sourcing de fournisseurs de second choix pour éventuellement limiter une rupture d'approvisionnement. Néanmoins, sur la partie sourcing et référentiel fournisseur, là, c'est aussi un point important de tous les projets que nous avons sur ce domaine-là. Analyser le spend, je le disais tout à l'heure, analyser le spend, notamment lorsqu'on a plusieurs fournisseurs qui font partie d'un même groupe. Là, ça concourt à la négociation, non pas avec un fournisseur, mais plutôt avec un groupe. Moi, j'ai quelques exemples de clients qui ont 3-4 fournisseurs qui, en fin de compte, appartiennent au même groupe. Et cette vision du spend par groupe, par fournisseur est vraiment ce qu'on voit de plus en plus, et d'avoir un effort de négociation et également de suivi de la performance fournisseur. On le voit avec la partie ESG, RSE. Je rappelle qu'à partir de l'année prochaine, une grande partie des entreprises en France, en Europe, devra avoir une démarche ESG, je vais utiliser le terme international, et que la politique d'achat responsable, elle est très forte. Alors, on l'avait déjà vu avec la loi Potier et le devoir de vigilance. Ça concernait 5000 boîtes en France. Là, ça va être beaucoup plus large. Et on voit là des questions sur l'ESG. Alors, attention, le rôle des achats n'est pas de se substituer
au service juridique pour l'émission du DPEF, hein, mais plutôt d'identifier dans le panel des fournisseurs ceux qui ont un engagement ESG, et notamment, là, la question qu'on a systématiquement, c'est identifier l'empreinte carbone des fournisseurs, puisque 70% de l'empreinte carbone, elle émane généralement de la chaîne logistique. Renforcer la culture achat de l'entreprise, ça on le voit sur plusieurs choses et c'est plutôt récent. On avait en face de nous il y a quelques temps que les achats production, donc qui concourent à acheter de la matière première, des produits semi-finis pour la production des produits. Là, on voit maintenant dans les réunions des acheteurs hors production pour là également renforcer la culture achat de l'entreprise et que ces fournisseurs hors production concourent aux priorités qu'on voit à l'écran. Donc voilà un constat que l'on fait. Il y en a d'autres, hein, mais c'est vraiment sur ces 6 points-là qu'on nous contacte et qu'on essaie de répondre avec des données. Je crois qu'il y avait une question me concernant, mais j'y répondrai tout à l'heure si on a le temps. Parfait. Merci, merci Laurent pour cette vision. Peut-être pour les derniers arrivants, vous avez un onglet de questions hein, pour pouvoir poser toutes les questions. On tâchera d'y répondre à la fin. Voilà, donc en tout cas, fort de ce décor hein, qui est planté, on voit qu'il y a des enjeux assez majeurs. On voit finalement que l'information est clé. Hein, on vous apprend rien là-dessus. Google l'avait compris il y a bien longtemps. La donnée est vraiment stratégique dans ces organisations. On voit que le digital, en tout cas vu de notre prisme, est une préoccupation majeure. Hein, et que voir le nombre de projets qu'on a menés l'année dernière qui a quasiment doublé par rapport à l'année suivante. Une question pour toi, Laurent, là-dessus, c'est comment est perçue cette digitalisation dans les organisations achats? Alors, oui, ça c'est clair qu'aujourd'hui, toutes les priorités qu'on vient de voir, elles tournent autour de la donnée, du système d'information, du SRM, etc. Et que cette digitalisation, elle va venir soutenir l'ensemble de ces priorités. Bon, les chiffres, je ne vais pas forcément les commenter. Une grande majorité de ce qu'on voyons, c'est une priorité. On le voit pour la direction des achats, c'est une priorité stratégique, ça, ce n'est pas très nouveau. Attention, vous voyez, 70% dans un projet global. Donc ça, c'est par contre nouveau. Il y a les SRM, on va en parler. Ce qu'on voit aussi, c'est carrément des méga systèmes qui intègrent SRM, ERP, CRM, facturation électronique, hein, 2024, il faut commencer à s'y préparer. Donc, souvent, les directions des achats ont leur projet de digitalisation. Il va venir se greffer, s'intégrer, compléter une démarche plutôt globale. Et ce qu'on voit également, c'est que dès qu'il y a ces réflexions sur la digitalisation, alors attention, hein, je ne parle pas d'un lien comptage-esco, hein, ça existe depuis très longtemps, hein, je parle de sujets beaucoup plus global. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'au niveau des achats, on veut créer des workflows, même parfois des business process management, hein, pas complexes, mais pas mal d'étapes, étapes aux achats, étapes en interne, la finance, et je l'ai vu hier, une solution qui intègre dans le BPM, enfin dans le workflow, les fournisseurs. Typiquement, le fournisseur, il va rentrer quelque part une information de disponibilité des matières premières pour engendrer directement dans un BPM complet un processus de production. Donc cette simplification qui a velléité à une chose, hein, c'est d'accélérer la prise de décision pour les clients internes, c'est-à-dire les équipes commerciales et les équipes production ou d'assemblage, ça dépend des activités. Alors, je continue sur ma lancée. On a vu les priorités, on a vu cette digitalisation. Maintenant, il y a un contexte réglementaire qui vient aussi mettre une troisième dimension à tout ça. Alors, la loi Sapin 2, hein, je rappelle 2017, évaluation du tiers fournisseur. Ça, c'est acquis, c'est assez précis. Les dernières études de l'AFA montrent que à peu près 40% des entreprises qui aujourd'hui sont en rendez-vous. Devoir de vigilance, loi Potier, ça concerne, j'allais le dire à l'imparfait, mais ça concerne encore 5000 entreprises. RGPD, c'est plutôt la partie département juridique. RSE, attention, hein, donc c'est l'année prochaine
avec le DPEF, mais avec une forte identification de l'engagement RSE des fournisseurs. Facturation électronique 2024, est-ce que ça concerne les achats? Alors, c'est plutôt la partie risque, direction financière, mais attention comment les achats vont recevoir les factures des fournisseurs. On parlera de la fiabilisation et toutes les normes sectorielles. Là, il y en a quelques-unes qui sont apparues, qui viennent, j'allais dire complexifier, mais qui viennent rajouter une couche dans le quotidien des achats. Donc tout ça, ça va, si c'est plus ou moins bien fait, ça va fragiliser, ça va mettre des risques sur la partie alors, supply chain, je ne vous apprends rien, sur la relation fournisseur, je ne vous apprends rien, sur la partie financière, hein, un petit point, la santé financière des fournisseurs. Dans le contexte qu'on vient de partager, il est important d'identifier, est-ce que mon fournisseur est en bonne santé financière? Confère plan B s'il faut que je remplace de fournisseur. Et puis aussi, là, de plus en plus, on a la santé financière du fournisseur rang 1, mais rang 2, rang 3 également. Hein. Donc, créer l'arbre capitalistique, non pas de vos clients, mais la relation supply chain de vos fournisseurs, ce n'est pas inintéressant à construire en fin de compte. Hein. Rang 1, rang 2, rang 3, et voir sur cette chaîne-là si tout le monde se porte bien. Alors, en gros, c'est ça. L'image de l'entreprise, bien sûr. Là aussi, hein, on remonte, hein, rang 2, rang 1, rang 2, rang 3. Hein. Si votre rang 3, il n'est pas forcément honorable, confère sapin 2, sanctions, presse négative, confère RSE, engagement dans l'empreinte carbone, etc. Là aussi, ça peut impacter l'image de votre entreprise. Donc le contexte, il est vraiment singulier en ce moment parce qu'on cumule pas mal de priorités légales, d'enjeux, le rappeler, de contexte inflationniste qui fait que les achats, là, sont, c'est pas nouveau, mais une fois de plus, bien mis en avant et bien en première ligne de ces enjeux-là. Ouais, tant mieux. Et je pense que ce contexte-là, comme tu l'évoques, Laurent, permet aussi de redorer un peu le blason de la fonction achat. On voit que la part des patrons achats au COMEX est encore faible. Hein. Elle était de 2% il y a une vingtaine d'années. Je crois qu'elle est passée à 20-30%. Donc, c'est encore un axe de progrès fort. Donc, espérons que ce contexte permette aussi de valoriser la fonction achat. Alors, sur le thème de la digitalisation, on a forcément un thème à la mode. Hein, là-dessus, vous devez être fortement sollicité. On voulait vous apporter notre vision de finalement de quoi on parle quand on parle de digital. Qu'est-ce que ça revêt comme notion? Pour nous, il y a trois fondamentaux, il y a trois piliers importants. Donc, naturellement, la donnée, hein, un logiciel sans données, ben, c'est pas grand-chose. Et en plus, une donnée de qualité, puisque on va prendre des décisions là-dessus en fonction d'une notation financière, d'une notation RSE, d'une pratique géographique, d'une pratique d'évaluation de la questionnaire. Donc, la donnée est vraiment clé dans ce thème de digital. Le processus, ben, faut pas oublier que l'entreprise fonctionne avec des process existants hein, sur l'homologation, le référencement de fournisseurs, la renégociation de contrats. Donc tous ces processus sont là, fonctionnent bien et peut-être qu'ils sont sur certains côtés améliorables. Donc en tout cas, l'élément du processus est important. Et l'outil, la solution logicielle est finalement le support de tout ça. Ça permet de récupérer, d'agréger, de compiler, de contrôler la donnée, mais ça permet également de structurer les processus. On voit aujourd'hui beaucoup d'entreprises qui mettent en place des SRM, pour les citer très concrètement, dans lesquels ils vont processer la création des fournisseurs, de manière à créer une instance de collaboration en interne entre la qualité, les achats, vos acheteurs internes, la supply, la comptabilité fournisseur, et aussi les fournisseurs qui vont pouvoir contribuer dans un outil. Donc, pour nous, le digital, c'est vraiment ces trois notions. On va les détailler de manière à zoomer sur chacune des parties. Et j'ai une question pour toi, Laurent, pour commencer sur la donnée. C'est comment, à votre niveau, vous, chez Altares, vous utilisez l'information pour répondre à ces enjeux actuels et quelles sont les solutions que vous déployez assez fréquemment? Ouais. Bon, ça, on le fait quasiment tous les jours, hein, la partie référentiel fournisseur, et puis après, on verra les données. Donc, ce qu'on fait déjà dans un premier temps, c'est qu'on fiabilise la base des données fournisseurs de tous nos clients. On nettoie, on normalise, on enrichit. C'est la première étape. Les clients
nous envoient leur base fournisseur comme ils l'ont, hein, avec un numéro de sirène, avec une adresse, un téléphone, un pays, enfin, ce qu'ils ont, d'accord. Et on regarde déjà si on trouve le bon tiers dans notre base de données. En moyenne, c'est 9 sur 10. Bon. Et on normalise, c'est-à-dire qu'on met la bonne désignation officielle de l'entreprise. Hein, ce n'est pas ADP, c'est Aéroport de Paris, etc. Par exemple, hein, on met la bonne adresse ou les bonnes adresses avec les établissements. On vérifie les sirènes et les sirettes et on enrichit avec d'autres informations, notamment le DUNS number, qui est un numéro qui a été créé par Dun & Bradstreet il y a quasiment une cinquantaine d'années, un numéro unique dans le monde entier. On regarde également une chose, on regarde quel est l'arbre capitalistique de l'entreprise, à qui elle appartient. On enrichit avec différentes informations qui vont déjà mettre à plat toute la base fournisseur. Une dernière chose, on identifie les tiers actifs inactifs, car en fonction des pays, l'administration, mais peut-être parfois un peu plus de temps, à désigner ou à identifier une entité qui est inactive. Donc là, il n'est pas de bon ton d'avoir dans sa base fournisseur un tiers qui n'est plus en activité. Il y a une question tout à l'heure sur les successions, etc. On identifie également les entreprises qui sont fermées, donc liquidation fermée, liquidation judiciaire, mais également celles qui ont été transmises. Hein. Donc ça aussi, c'est important d'avoir toutes ces données-là. Transmises avec changement d'adresse, c'est le cas hyper intéressant, où là, on voit que l'entreprise, en fin de compte, n'existe pas, mais en fin de compte, elle a été transmise à une autre personne. Donc, cette fiabilisation, elle est nécessaire, ça se fait assez rapidement chez Altares. Le diagnostic est gratuit chez Altares, donc vous nous envoyez votre base de données, il y a toutes les informations sur le site web, et on vous envoie un beau PDF avec un diagnostic. Par exemple, sur votre portefeuille de fournisseurs, quelle est la couverture d'un score ESG, hein, quelle est la santé financière, avons-nous des informations permettant de calculer un score de conformité. Bon, on ne vous transmet pas les résultats, mais on vous donne une photographie de votre base. Bon, ça, c'est pas mal. Et ça, c'est impératif dans toute votre démarche de fiabilisation, d'onboarding des fournisseurs, c'est ce qu'on recommande. Alors ensuite, on va parler de les données. Donc ça, c'est le slide suivant. Ensuite, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire avec les données? Alors, ça dépend des projets. Et sincèrement, ce n'est pas les grandes entreprises qui ont besoin d'informations très profondes et très précises, et puis les PME qui ont besoin uniquement d'informations laconiques et standards. Non, ce n'est pas du tout ça. Ça dépend du secteur d'activité et puis de la manière dont vous voulez faire évoluer le projet. Mais ce que l'on voit, c'est qu'on a des projets avec de la donnée très simple, un score rouge, orange, vert, d'accord, ou alors des données qui sont plus complètes. Ça dépend jusqu'où vous voulez aller. Ensuite, il y a la manière dont la donnée est livrée. Alors, je sais que là, on parle avec Fluxim des SRM, avec des gens comme Evalua, etc. Les projets, Fluxim, on parlera hein, du temps d'un projet. Ce qu'on voit, c'est qu'il n'est pas du tout, c'est totalement opportun de peut-être nous demander chez Altares le fichier Excel de ces données-là, pour voir déjà comment dans un ERP, dans un SRM, ça se comporterait, quel type d'informations vous allez collecter. En API, en SaaS, et là on parle avec Fluxim, donc nous fournissons nos données en API pour être intégrés dans les différents SRM. Alors qu'est-ce qu'on a comme pilier d'information? Bon, d'abord, les données financières, j'en parlais tout à l'heure. Là aussi, on va du plus simple, une note sur 20, jusqu'à des données beaucoup plus complètes. Donc, on a une évaluation qui est précise sur le tiers fournisseur. Je vous le disais, hein, est-ce que mon tiers fournisseur a une bonne santé financière? Paye-t-il bien ses factures à ses fournisseurs à lui? Est-il en danger par rapport à son secteur d'activité, son pays? Donc, vous pouvez franchement du plus simple au plus précis. Vous avez quelque chose qui est très intéressant, c'est son comportement de paiement. Ça, on nous le demande de plus en plus. C'est vous êtes client d'un fournisseur, mais ce même fournisseur, comment se comporte-t-il avec ses autres clients? Donc avec soit vos concurrents, soit les autres clients de ce fournisseur. Intéressant, est-ce que, par exemple, il vous paye à 30 jours
de retard, 30 jours de DSO. Est-ce que c'est un comportement normal de ce fournisseur? Est-ce qu'il paye rubis sous ongle les autres clients? Est-ce que vous êtes plutôt privilégié? Ça, c'est important parce que au-delà de la santé financière du fournisseur, il y a également comment il se comporte au niveau des paiements. Okay. Donc, vous pouvez aller jusque-là, il y a même d'autres analyses, mais on a une palette d'informations financières qui vous donne une bonne photographie de l'état de votre fournisseur. Ça, c'est la partie financière. La partie conformité, sapin 2, évaluation des tiers, je pourrais même mettre dedans le devoir de vigilance, on va mettre tout ça dedans. Là, vous identifiez si votre tiers fournisseur est honorable. Alors attention, y a-t-il des personnes exposées politiquement chez ce tiers fournisseur? Je rappelle que votre fournisseur, vous le payez, vous lui versez de l'argent. Est-ce que cet argent que vous lui versez peut avoir des fins non honorables? Donc, première question, est-ce qu'il y a des personnes exposées politiquement chez ce tiers fournisseur et ou chez les détenteurs de ce fournisseur, dans l'arbre capitalistique de ce tiers? Je crois qu'il y a une question là-dessus, on va y répondre. Alors vous pouvez uniquement vous concentrer sur votre tiers ou aller en amont de ce tiers fournisseur. Y a-t-il de la presse négative? On a, je crois, 35 milliards d'articles dans notre base de données. Là, on regarde s'il y a des actes de corruption, des actes d'actes sociétaux négatifs sur la presse. Donc là aussi, c'est scoré. Si vous avez un indicateur rouge, orange, vert sur la presse négative, hein, vous avez évidemment accès aux articles. Évidemment, le plus important, c'est les listes de sanctions internationales. Est-ce que votre tiers ou une de ses filiales ou détenteurs est exposé aux listes de sanctions? Nous avons beaucoup demandé là avec ce qui s'est passé en Ukraine. Risque pays, risque activité, une bonne photographie sur l'honorabilité de votre fournisseur et de ses détenteurs. Bon, ça ne suffit pas puisque ça, c'est la personne morale. Il faut descendre sur la personne physique, les dirigeants, les bénéficiaires effectifs. Là aussi, jusqu'où on va, c'est vous qui décidez en fonction de votre stratégie, mais on a l'ensemble de ces informations. Là, depuis bien sûr quelques temps, les données ESG. Alors là aussi, on a un score, nous, ESG, pour plus de 40 millions de tiers dans le monde. Notre technique, on a 500 millions de tiers, mais que 40 qui ont un score ESG. Donc, c'est très intéressant de voir quelle philosophie nous avons usité pour calculer un score ESG. Là aussi, la question est simple, hein, c'est est-ce que votre fournisseur s'est engagé dans une démarche RSE, ESG, dans sa partie production, et notamment la partie carbone. Là, vous avez une photographie qui est assez complète sur l'aspect financier, l'honorabilité et l'engagement RSE de vos fournisseurs. Là, quelques exemples de scores. On va passer, puisque c'est des choses assez qu'on peut transmettre, il n'y a pas de problème. Là, un score, là, une solution de conformité. Vous voyez le score de compliance que l'on voit là, en carré. Et puis, si vous voulez aller plus loin, vous avez les indicateurs, presse négative, sanctions. Là aussi, scorés soit par un rouge, orange, vert, soit par une note. Après, dans les SRM, vous les intégrez avec le niveau de profondeur souhaité. Alors, sur l'ESG, une note de 1 sur 5. Là aussi, soit vous prenez uniquement la note de 1 sur 5, soit vous allez identifier dans environnemental, social, gouvernance, qu'est-ce qui fait la note. Donc, par exemple, dans notre solution, le 1 est une bonne note, le 5 est une mauvaise note. Mais une note de 4, par exemple, qu'est-ce qui fait que ce tiers fournisseur n'a pas forcément un score ESG satisfaisant? Pareil, si c'est une note qui est de 1, donc plutôt très bien, mais qu'est-ce qui porte le score? Est-ce que c'est donc le E, le S ou le G? Et même, vous pouvez même descendre dans tous les critères qui sont sous-jacents, on en a plusieurs centaines, pour voir quels sont les critères qui permettent d'avoir cette note-là. Voilà. Soit une note simple, soit on peut descendre plus ou moins précisément. Enfin, ça dépend du reporting que vous voulez faire et de l'exploitation que vous voulez faire. Avec des graphiques qu'on voit sur le côté, tout ce qui est data visualisation, on maîtrise tout ça sur l'ensemble de nos piliers. Et enfin, sur le slide suivant, tout ça s'orchestre avec, je le disais, entre CRM, ERP, SRM,
ce qu'on voit de plus en plus, c'est bien sûr une seule base de données fournisseur qui va être dans le RP ou dans le SRM, pas le CRM, hein, et qui va venir alimenter en temps réel hein, l'ensemble de vos solutions. Alors, la confère, évidemment, tous les enjeux qu'on vient de dire, mais surtout également la facturation électronique qui va arriver et qui nécessite d'avoir des informations, numéro de TVA, etc., à jour. Alors, quand on parle de SRM, eh bien, le lien est tout fait, puisque Fluxim, hein, c'est aussi son rôle de pouvoir intégrer, développer, partager les solutions de SRM, notamment sur Evalua. Ouais, tout à fait, Laurent. Merci pour cette contribution. Une toute petite parenthèse, tu as parlé de réglementation 2024 facture électronique. Alors, c'est un sujet qui est essentiellement comptable, comptabilité fournisseur, finance, mais les achats ont quand même un devoir de regard, j'aimerais dire là-dessus, puisque les factures en France, à partir du 1er juin 2024, vont devoir s'échanger de manière électronique avec un calendrier qui s'étale sur 3 ans. Vous avez sur notre site Fluxim un replay qui décortique cette réglementation en 40 minutes. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter ou on vous enverra le replay pour pouvoir vous informer si vous ne l'êtes pas déjà. Alors, c'est vrai que Laurent, tu as beaucoup parlé de la donnée comme maillon essentiel de la gouvernance, de la gestion de ce risque. Mais finalement, on voit que dans la pratique, cette donnée est extrêmement atomisée. Hein. Si on prend les référentiels fournisseurs de nos clients, il n'est pas rare d'avoir 2, 3, 4, voire 5 référentiels entre la comptabilité, les achats, la qualité, les stocks, la supply. Et on voit qu'il y a une difficulté, dès lors que l'information est doublonnée, de pouvoir piloter ses achats, de pouvoir piloter son spend, de pouvoir orchestrer son sourcing de manière efficiente. Alors oui, une des bonnes pratiques d'une digitalisation d'achat, c'est de centraliser l'information, dans une solution SRM, hein, pour reprendre le terme à la mode. L'objectif d'un SRM, c'est quoi? Concrètement, c'est de centraliser et de piloter la donnée fournisseur. Beaucoup d'organisations aujourd'hui mènent des projets dans lesquels le référentiel fournisseur maître est gouverné par les achats, avec la collaboration des différents services. Mais en tout cas, il y a une volonté d'unifier, de centraliser les référentiels dans un SRM qui va venir irriguer les différents systèmes d'information de l'entreprise, la comptabilité bien sûr, mais les différents systèmes aussi métiers qui demandent et qui consomment de la donnée fournisseur. Alors, dans le SRM, on a forcément cette notion d'agrégateur, hein, des référentiels internes, d'agrégateur de la donnée externe, hein, type Altares, mais il y a aussi d'autres fournisseurs plus spécifiques sur d'autres sujets qu'on va pouvoir agréger dans la partie SRM. Mais le SRM sert aussi de support au processus. Dès lors que vous créez un fournisseur, dès lors que vous évaluez la performance d'un fournisseur, dès lors que vous voulez référencer homologuer un fournisseur, vous allez avoir un outil qui va servir de support à votre processus pour avoir une réelle gouvernance et une réelle traçabilité. Voilà, donc dans le SRM, on va retrouver aussi cette notion de cartographie des risques. Ça, c'est quelque chose qui est important, de manière à avoir de manière visuelle sur des familles d'achats, sur des catégories spécifiques, les indicateurs risques essentiels, avec des systèmes de notification pour que vos acheteurs, vos catégories managers soient sollicités à bon escient en fonction d'un événement. Un événement peut être une modification de ratio financier, un événement BODAC, voilà, qui peut permettre d'anticiper des éléments de crise financière. Ça peut être des éléments sur des documents légaux qui sont obsolètes ou sur, comme tu l'évoquais tout à l'heure, Laurent, des personnes exposées publiquement, politiquement. Donc voilà. Donc ça permet d'avoir une proactivité en structurant l'information fournisseur et en gérant vos référentiels dans une guide de livre. Alors, à noter un point, la solution SRM, c'est un peu les fondations du SIHA. Vos équipes font un travail récurrent sur chercher des fournisseurs, contractualiser, les évaluer, gérer des litiges, mettre en place des plans de progrès. Donc tout ça, c'est des parties qu'on retrouve dans un logiciel achat au sens global. On va parler de S2P, source to pay, hein, c'est un terme qui est aujourd'hui installé dans le quotidien des acheteurs, des solutions qui vont permettre de structurer l'ensemble des processus. Et la première étape, naturellement, si on veut avoir un sourcing efficace,
qui s'appuie sur des données fournisseurs fiables, si on veut mettre en place des contrats sur des données aussi qui sont tangibles, encore faut-il avoir un référentiel unifié, gouverné et contrôlé. Alors, c'est vraiment les fondements de tous les processus d'achat, qu'ils soient analytiques ou transactionnels. Souvent, des écueils qu'on rencontre dans les directions achats, c'est le sujet de l'analyse des dépenses. Dès lors qu'on veut construire un tableau de bord, on se heurte à des difficultés. Soit une obsolescence des informations propres aux fournisseurs parce que il est doublonné, parce qu'il n'est pas rattaché au bon groupe. Ça aussi, cette ramification des filiales à des groupes est importante parce que l'analyse des dépenses peut être tout aussi faussée en fonction de ces critères-là. Donc voilà, l'élément SRM est névralgique et s'inscrit dans une démarche plus globale de digitalisation. On voulait aussi partager avec vous les 4 piliers finalement qui sont essentiels pour construire son référentiel. L'idée, c'est de pouvoir partir de cette conférence avec une forme de checklist ou une forme d'outil qui puisse être pragmatique dans votre quotidien. Alors, la consolidation, on en a parlé, c'est un élément important. Si on veut bien gérer le risque fournisseur, encore faut-il avoir une donnée fournisseur qui soit unifiée, qui soit contrôlée. Donc, la consolidation est importante de manière à avoir un tiers unique et pas un tiers qui est multiplié dans plusieurs référentiels. La consolidation, c'est aussi de travailler avec des données de marché. Donc, vous avez, en tant qu'organisation des informations, des données qui vous sont propres. Vous pouvez les enrichir. On a vu que Altares proposait une masse de données plutôt pertinente. Donc, ne pas hésiter à utiliser les données pour enrichir vos propres référentiels. Le deuxième pilier qui nous paraît aussi important de vous soumettre, c'est le contrôle. Donc, le but, c'est avoir une information qui vous serve et qui vous serve au quotidien. Donc, on peut mettre en place des notifications, des alertes en cas d'événement. J'ai déjà évoqué tout à l'heure. Et on peut aussi, quelque part, à la création de fournisseurs, venir mettre en place des process automatisés. Un exemple très lambda en France, lorsqu'on va créer un fournisseur, on va s'appuyer sur un numéro de SIRET et ce numéro de SIRET va aller chercher des informations sur des bases légales telles que Altares. Troisième pilier, le partage de l'information. Alors, si le référentiel reste aux achats, c'est un peu dommage puisque la donnée est consommée par l'ensemble des contributeurs. Donc, aujourd'hui, il faut que ce référentiel soit ouvert vers les différentes populations dans l'entreprise, de manière aussi à éviter les achats sauvages, de manière à pouvoir partager vos référencements. Et enfin, le partage se fait aussi au niveau du fournisseur, à qui on peut déléguer une part de la mise à jour des informations ou venir le faire contribuer des questionnaires, des enquêtes qui vont venir enrichir notamment la politique RSE dans la qualification de ce fournisseur. Voilà, et le dernier élément, des choses sur lesquelles vous êtes forcément sensible, la gouvernance. La gouvernance, c'est aussi énormément important, de manière à savoir à qui appartient la donnée, qui est le responsable, quel est le processus et quelle est la traçabilité associée, de manière à ce que le processus soit itératif et soit dans une démarche d'amélioration continue. Alors, on a parlé de solutions logicielles. Quelles sont, de notre vision, en tant qu'intégrateur de solutions, puisqu'on déploie un grand nombre de solutions du marché dans des organisations achats. Le SRM, c'est naturellement le support. Maintenant, ça reste un logiciel, c'est pas un magiciel. Donc derrière, il faut aussi activer d'autres éléments. Donc la donnée, on en a parlé. Un logiciel sans données, finalement, ça va pas être très efficient. Mais aussi l'élément de processus qu'il faut avoir en ligne de compte, de manière à ce que votre cadre de travail, à ce que vos équipes sachent ce qu'il y a à faire de manière efficiente. Alors, comment finalement on travaille sur ces processus? Le premier job que nous on réalise dans l'entreprise, c'est de définir, de faire un état des lieux finalement de qu'est-ce qu'il y a derrière ce terme de données fournisseurs, qu'est-ce qui est vraiment important. Alors, de quelles données on parle, parce que quand on parle de fournisseur, on va pouvoir parler d'un nom de fournisseur, d'une adresse, d'un code pays, d'une famille d'achat, d'un IBAN, de certification ISO dans certains métiers. Donc ça, c'est vraiment important de lister quelle est, de manière exhaustive, toutes les données qui sont concernées par le fournisseur. De manière à rentrer dans une démarche de définition de qui est le propriétaire de la donnée, qui est le garant de la donnée.
les informations sur propres achats, hein, tout ce qui est famille d'achat, code d'article, vraiment sont des éléments intrinsèques à la partie achat. Des éléments sont dépendants de la finance, l'IBAN typiquement, le contrôle de l'IBAN, hein, puisqu'on voit une recrudescence aussi des fraudes aux faux fournisseurs. Je crois qu'il y a une question avec les fournisseurs zombies, on va y revenir dans quelques secondes. Voilà, autre élément important dans la cartographie des données, c'est quels sont les approbateurs, hein, qui sont les responsables pour que dans la gouvernance, on puisse bien avoir un audit de cette partie-là. Alors, deuxième prérequis sur les processus, c'est déjà de les définir en sous-processus de manière à vraiment rentrer dans le détail. Finalement, quand on parle d'un processus de gestion de fournisseur, on parle de quoi? On parle de la création d'un fournisseur, de son homologation, de sa qualification en fonction de quel aspect réglementaire ou en cas de déréférencement, de sa désactivation. Donc ça, c'est un élément important de manière à ce que on puisse sur chacun définir les actions adéquates et paramétrer naturellement la solution en fonction de ça. Alors, peut-être pour finir cette présentation, comment définir finalement ces processus de gestion des fournisseurs? Quelle est la méthodologie à appliquer pour que ce soit aussi constructif, pédagogique, que les gens soient sensibles à l'intérêt et à l'enjeu qui est autour de ça? La première action qu'on préconise, c'est de recenser les acteurs concernés et de les interviewer. La meilleure façon de réunir un projet, de réussir un projet, c'est naturellement d'impliquer les contributeurs. Encore faut-il les recenser, ne pas en oublier et de les interviewer. De manière à pouvoir aussi analyser et challenger l'existant. Ça, c'est un élément important. Toute organisation, tout processus est perfectible. Encore faut-il connaître les pain points, les améliorations et les mettre en perspective par rapport aux vos enjeux actuels. En fonction du secteur d'activité, on peut avoir des enjeux différents. En fonction de vos volumétries, on peut avoir des enjeux différents. Ça, c'est important de les connaître de manière à mettre en perspective l'évolution du processus associé. Voilà, et les autres éléments clés, c'est de définir une gouvernance, puisque si on a à la fois un leader, une gouvernance associée, on a quelque part la garantie d'une meilleure exécution. Donc ça, c'est un élément aussi névralgique. Voilà, et enfin, l'aspect collaboratif est aussi important. Encore une fois, on parle de préoccupation achat, on parle d'enjeu achat, on parle de risque fournisseur, mais c'est aussi la contribution de tout à chacun qui fait qu'on réussit ces challenges. Donc, dans les processus cibles, n'hésitez pas à faire contribuer aussi différentes parties prenantes dans ces processus, la qualité, la comptabilité fournisseur, la supply, de manière à avoir une bonne équipe pour gérer tout ça. Donc voilà, on arrive doucement au terme de cette présentation. Peut-être une synthèse assez rapide avant de vous laisser la parole. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous remercier pour vos nombreuses questions. Donc, vous avez compris que le sujet du risque fournisseur est pas forcément un sujet des plus simples. En tout cas, vous avez devant vous une route qui s'ouvre sur les différentes solutions. Donc, aussi bien le sujet de la donnée de qualité, données qui soient à jour, régulièrement enrichies, et tout ça, le faire travailler avec des solutions logicielles qui permettront de structurer les cadres de travail en fonction de processus, d'homologation, de création de fournisseurs, en fonction des différents volumes que vous allez avoir. Donc finalement, la combinaison de la donnée et des solutions est un must-have pour gérer au mieux ces risques fournisseurs. Il y a forcément d'autres solutions. On n'a pas la prétention de vouloir tout couvrir, mais en tout cas, c'est la garantie d'avoir des outils qui permettront de vous donner la proactivité dans ce processus. Maintenant, le changement vers les outils sans conduite du changement, c'est aussi complexe. Donc, on vous invite aussi à réfléchir sur cet aspect-là de manière à pouvoir accompagner l'entreprise à cette sensibilisation, aussi bien au niveau direction générale que au niveau des équipes opérationnelles. La conduite du changement est aussi énormément important pour gérer le risque et avoir une vigilance accrue. Voilà, on va peut-être prendre quelques questions. Je vais me permettre d'ouvrir la fenêtre de questions. Il y a peut-être une question pour toi, Laurent, la toute première que tu avais identifiée sur comment Altares arrive à capter les changements de propriétaires dans le cas de sociétés détenues par d'autres sociétés.
En fin de compte, je parlais de 30 000 sources de données, 900 en France. On est connecté aux différentes sources publiques, d'une part, aux sources officielles et également aux publications que font les entreprises. Et donc, on arrive à identifier un changement de propriétaire. Donc, changement de propriétaire, est-ce que c'est changement d'actionnaire? Est-ce que c'est changement de propriétaire personne physique? Donc, on arrive à identifier tout ça et notamment de mettre tout ça dans un arbre capitalistique, c'est-à-dire de sociétés qui sont détenues par d'autres. Voilà. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très classique dans notre métier. Super. Autre question pour toi, Laurent. Je les affiche à l'écran, comme ça vous pouvez voir quel est le sujet en cours. Comment se fait la constitution de la base de données chez Altares? Est-ce une démarche initiée directement par Altares ou se fait selon les entreprises qui désirent être dans votre écosystème? Non, nous ne nous adressons pas aux entreprises. Là aussi, nous avons, je répète, plusieurs sources de données qui nous permettent de construire des bases de données de tiers. Donc, nous ne posons pas de questions aux entreprises pour savoir quels sont les dirigeants, quelles sont les données financières, parce qu'il pourrait y avoir un biais de réponse. Mais nous collectons les bilans, par exemple, pour calculer les ratios, pour calculer les comportements de paiement. Nous avons dans le monde des partenaires qui nous transmettent leur balance AG de manière sécurisée et confidentielle et qui nous permettent, par exemple, de identifier les comportements de paiement. Pour la partie conformité, ce sont également là des sources mondiales de presse négative, de sanctions, de risques pays. Il faut savoir que, je le disais en introduction, nous les agrégeons, notamment avec tous les liens capitalistiques que nous collectons. Super, merci Laurent. Je vois qu'il y a une question qui a été posée dans l'onglet chat, je vais y répondre en live. Combien de temps dure un projet de SRM? Alors, question plutôt concrète. Alors, pour être précis, lorsqu'on parle de SRM, on parle de la mise en place d'un référentiel fournisseur dans lequel on va agréger l'information. Les projets se font dans une période de 4 à 6 mois. On a des projets beaucoup plus rapides. Je vais vous donner un exemple. On a équipé le groupe Mantoux, une très grosse ESN qui gérait plus de 15 à 20 000 fournisseurs. On a déployé un projet pendant le Covid avec la difficulté qu'il y avait de communiquer avec ses fournisseurs. Et là, on a livré un SRM en 2 mois. L'objectif était de pouvoir livrer rapidement un espace de communication et de collaboration avec ses fournisseurs pour échanger des sujets achats, mais aussi des sujets factures. Autre question. Hop. Comment Altares met en lumière les fournisseurs zombies? Oui, alors ça, c'est une question que l'on a souvent. Alors, c'est toujours la même chose. En fin de compte, un fournisseur zombie, d'abord, le tiers, je vais prendre le fournisseur avant qu'il soit zombie. On regarde dans quel groupe il appartient et on regarde son activité, notamment les comportements de paiement. Je reviens toujours à la même chose. Y a-t-il une activité comptable chez ce tiers, d'une part? Ça, c'est ce que nous dit la partie analyse des comportements de paiement. Il faut savoir que toutes nos données sont historisées, donc on regarde aussi le passé. On remonte jusqu'à une quinzaine d'années dans le passé. Et à un moment donné, on a un écho plutôt faible, plutôt fort, pour préciser que ce fournisseur, en fin de compte, ce tiers, est une entreprise écran ou sans activité. Autre question, alors peut-être qui concerne plus Fluxim, face à la multiplication des études ESG, Cobadis, Sactradis, Altares, et on pourra en citer d'autres, comment on fait un SAGA pour éviter la multiplication des API? Alors, très, très bonne question. Alors, c'est vrai que nous, ce qu'on constate finalement, c'est que il n'y a pas un fournisseur donné, et ça, vous l'avez bien vu. Les solutions achats, quelles qu'elles soient, nous, qu'on est bien Evalua, qu'on est bien GEP Software, qu'on est bien Core-centrique, disposent à la fois de connecteurs pour certains, c'est le cas de Altares et Evalua, chez qui on a fait de nombreux projets et finalement on a des ajustements à la marge à réaliser en fonction de typologie de risque. Donc beaucoup d'éditeurs développent des connecteurs qui permettent d'avoir une intégration quasi native. Après, dans certains cas de figure où il n'y a pas ces connecteurs, aujourd'hui l'interopérabilité est pas réellement complexe pour agréger l'information s'il n'y a pas de connecteur présent en standard.
Alors, autre question sur le chapitre des outils, peut-être toujours plutôt pour Fluxim. Bonjour, dans le slide sur les liens CRM, ERP, SRM, pourquoi il n'y a pas de lien de l'ERP vers le SRM? Très bonne question. Alors, cette question dépend du choix tactique que vous allez faire dans votre organisation achat. Est-ce que le référentiel fournisseur sera un référentiel fournisseur maître ou esclave de votre ERP? S'il est esclave, naturellement, on aura une redescente et une remontée d'informations. Dans tout le cas, il y aura des interfaces à prévoir. Après, la question, c'est dans quel sens on va rendre dominant le référentiel fournisseur. Je vois qu'il y a une question pour toi, Laurent. Question peut-être un peu taquine. La surveillance financière et extra-financière est primordiale. Quelle est la vision d'Altares face aux concurrents de Fluxim, Ariba, Altaïs, Evalua? Evalua n'est pas un concurrent. Ariba peut-être. Evalua, ce n'est pas un concurrent, et Ouais. Ariba non plus. Donc, la question, quelle est la vision d'Altares face aux concurrents? Ce n'est pas des concurrents, donc je ne pourrais pas trop m'exprimer sur cette question-là. Si j'essaie d'extrapoler la question, en fin de compte, sur la partie ESG et RSE, il y a énormément de propositions aujourd'hui en termes de données, en termes de solutions. Je ne sais pas s'il y a une solution qui est bonne. Nous, on propose un score ESG qui est basé sur de la donnée comment structurée, non structurée. Est-ce qu'on est concurrent d'Ecovadis? Non, parce que ce n'est pas la même méthode qu'ils utilisent. Faut regarder en fin de compte le portefeuille de tiers. D'abord, est-ce que vos tiers sont clients d'Ecovadis déjà? Parce que vous savez, il faut que le fournisseur il paye chez Ecovadis pour remplir. Donc c'est oui ou c'est non déjà. Et si la part de clients de votre fournisseur qui sont pas chez Ecovadis est importante, comment vous collectez de l'information ESG sur des tiers qui n'ont pas voulu remplir un questionnaire Ecovadis? Voilà. Donc il y a un peu tout ça à regarder. Après, vous regardez ce qu'il y a sur le marché. Nous, on a cette proposition de valeur. Elle vient compléter, c'est peut-être une priorité. Là, il faut qu'on vienne avec des consultants, par exemple, de ESG chez vous, et on regarde aujourd'hui tout ça. Merci Laurent. Autre question. Merci encore pour vos interactions. J'ai énormément de questions et c'est parfait. Que propose Altares dans le cas où les données tiers ne sont pas publiques? Beaucoup de fournisseurs ne souhaitent pas publier leurs informations. C'est une question qui est très importante. La deuxième partie est importante. Beaucoup de fournisseurs ne souhaitent pas publier. Ce n'est pas parce qu'ils ne publient pas qu'on n'a pas l'information. Parce que je pense au bilan. Le bilan, il peut être transmis mais confidentiel. Donc, nous, on peut faire des calculs sans forcément publier les informations financières. On respecte le choix de l'entreprise de ne pas publier son bilan, mais celui-ci est néanmoins accessible pour faire des calculs. On parle de données là, la question, c'est les données qui ne sont pas publiques. Alors, nous, on a un service d'enquête. Je vous le disais, on a également des comportements de paiement. Je vous dis, on n'a pas forcément toujours toutes les informations, mais sur nos 500 millions de tiers, on a toujours un score de solvabilité qui est plus ou moins profond. Donc là, après, ça dépend quelles données souhaite ce participant. Alors, beaucoup de fournisseurs ne souhaitent pas publier leurs informations. Moi, je pense que c'est des fournisseurs qui ne souhaitent pas publier leurs informations. Mais on a ces ratios d'entreprises qui publient, qui transmettent, qui partagent. Voilà. OK. Alors, peut-être une question sur la méthode qui rejoint un peu la précédente, Laurent. Sur quelles données se base Altares pour calculer le score ESG, quid des données sociales? Ouais. Alors, en fin de compte, il nous faudrait énormément de temps pour l'expliquer, parce qu'on a de la donnée structurée, non structurée, on utilise de la donnée DB, de la presse, des outils de NLP, par exemple. J'ai encore présenté notre offre ESG la semaine dernière, une grande entreprise. Avec les questions-réponses, il nous a fallu 1h30 pour partager. La question est très importante puisque il y a pas mal d'acteurs qui sont sur ce marché-là et vous allez voir plusieurs acteurs, Altares et d'autres, et on n'a vraiment pas de souci. Posez bien la question, comment est calculé le score ESG? On a plaisir à partager comment c'est fait. Là, en quelques minutes, on n'a pas le temps, mais juste une chose,
données structurées, données non structurées. Déjà, regardez s'il y a bien ces deux pans-là. Les données sociales, elles sont publiées par l'entreprise, même question que tout à l'heure, quand elles sont accessibles. Il y a la presse qui est un bon indicateur aussi. Et puis, ce qu'il y a aussi tout bêtement, une entreprise qui sur leur site, un fournisseur qui sur le site n'a même pas un paragraphe sur sa démarche sociétale, sa démarche environnementale, là, ben, c'est une information. Donc quand on l'a, on l'exploite, mais quand on ne l'a pas, on l'exploite aussi. Voilà. Peut-être avant-dernière question pour respecter le timing, Oui. peut-être plus une question pour Fluxim. Pour l'évaluation des risques et toutes les analyses qui la sous-entendent, selon vous, est-il plus pertinent de développer dans le SRM ou de plugger une application spécialisée au SRM pour l'alimenter? Alors pareil, je vais essayer de petit challenge de répondre en quelques secondes. Bon, l'intérêt du SRM, vous l'avez compris, c'est d'avoir une donnée centralisée qui va venir de sources externes, Altares, Ecovadis et d'autres acteurs beaucoup spécifiques. Mais ça va être aussi d'agréger vos propres évaluations internes, vos questionnaires de référencement. Donc l'intérêt du SRM, ben, c'est quelque part de faire l'agrégateur et de définir des processus aussi. Donc ce qu'on voit, nous, de la fenêtre aujourd'hui, c'est plutôt un schéma où c'est le SRM qui va centraliser et qui va venir redistribuer une information qui a été raffinée finalement par vos soins et qui a été contrôlée par vos soins. Peut-être dernière question. Hop, alors, excusez-moi, je vais devoir faire un choix. Hop. On a répondu. Hop. Alors, comment aujourd'hui arrivez-vous à budgéter cette interaction de vos compétences? SRM plus CRM égale ERP. Alors, j'entends la question plutôt sur l'interaction des compétences de Altares et Fluxim. En tout cas, c'est comme ça que je lis la question. Je ne sais pas si Laurent, tu vois pareil. Oui, c'est ça. Non, mais, franchement, budgétiser aujourd'hui des projets d'intégration de données dans un ERP global et dans un SRM, dans un premier temps CRM, enfin, c'est pas du tout compliqué à faire. Franchement, on a assez d'expérience et de cas pour partager ce qui se fait dans les entreprises, pour budgéter. Nous, sur les projets d'intégration des données dans un SRM, on est du premier rendez-vous au Go Live à 4 mois, par exemple, avec les recettes, etc. Honnêtement, on remarque que 90% des données qui sont demandées, c'est toujours les mêmes. Donc, on a les paquets de données qui sont prêts à l'emploi, etc. Non, c'est pas trop ça le sujet. Le sujet, c'est la. Voilà. Il y a d'autres sujets après tout ça, mais non, moi, c'est pas une difficulté, en fin de compte. Super. Ben, écoutez, merci beaucoup Laurent de ta participation. J'étais ravi d'animer cette conférence avec vous. Un petit mot de la fin. Merci à tous pour votre présence. Vous étiez très nombreux et merci pour votre contribution. Nous allons vous envoyer un questionnaire. On sait que vous en recevez beaucoup, mais si vous avez quelques secondes à nous accorder, ce serait très sympathique pour qu'on puisse aussi nous évaluer. Vous évaluez des fournisseurs. Ben, on aime bien aussi être évalué pour les prochaines conférences qu'on animera. Donc encore un grand merci. Une très bonne journée à vous et naturellement, nous sommes à votre disposition si vous souhaitez approfondir tout sujet à votre convenance. Merci à vous, très bonne journée. Merci, au revoir.